va pouvoir commencer. Ouais. Donc les autres se connectent. Donc bonjour à tous. Je pense que la majorité on nous suit dans un time zone là où la journée vient de commencer. En tout cas, soyez encore les bienvenus. Donc on va pouvoir en fait poursuivre. Donc c'est toujours dans le cadre de la STF 2022. On va pouvoir poursuivre en fait cette session en fait sur le Kaizen. On va tous découvrir ce que c'est et quelles sont les options et les opportunités que cela apporte. Donc ce sera animé par El Hassan Taktak, après que je vais laisser se présenter. C'est-à-dire, c'est vraiment ce qu'il faut juste préciser, c'est que El Hassan fait partie de ceux qui ont cru en STF dès le départ. Et il a toujours été là, il a toujours soutenu la vision. Et il ne cesse d'apporter son expertise, mais aussi son soutien pour la réussite chaque année de cet événement. Là, nous sommes à la 3e et franchement, nous apprécions vraiment la collaboration jusqu'ici. Donc, je vais peut-être laisser El Hassan se présenter, bien que la présentation soit déjà disponible sur le site. Et après, nous pourrons aller vraiment dans le vif du sujet. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Arthur. Je tiens aussi à vous remercier pour m'avoir donné la possibilité et l'opportunité de contribuer dans ce salon international depuis la première édition. Je remercie aussi Madame Anissa et toute l'équipe pour la qualité de l'organisation de ce salon qui témoigne de votre professionnalisme, de votre sérieux et bien sûr tout ça dans l'intérêt des différents participants, particulièrement les jeunes africains, donc qui vont lancer leur projet, leur start-up, et nous serons toujours à leur côté pour les appuyer. Alors, je suis Hassan Tahta, donc je suis tunisien. Je suis d'origine de Sfax, qui est la deuxième ville de ce pays, et depuis plusieurs années, je suis à Tunis, donc je suis actuellement directeur général et PDG du plus grand groupe tunisien financier. Et je pilote donc, ce groupe de filiales stratégiques qui donc gère des méga projets et donc je pilote des projets d'assainissement social, des projets d'organisation, etc. Okay. Alors donc pour ma formation, à l'origine je suis diplômé HEC, j'ai fait un master professionnel en banque à Paris. Ensuite j'ai fait un master professionnel en prospective appliquée. Après, j'ai fait un master de recherche en gestion, un MBA, et j'ai fait aussi des études approfondies en assurance et je dispose de plusieurs certifications en management de projet et management de la qualité. Donc, le thème de notre discussion et de mon intervention porte sur un thème très important et top actualité, surtout après la crise Covid, c'est le Kaizen, qui est une technique japonaise. Et ça représente une opportunité pour les entreprises, y compris les startups, pour optimiser les coûts, surtout après la crise sanitaire, après la crise Covid. Alors, donc, je rappelle tout simplement la méthodologie de fonctionnement de ce webinaire. Alors, bien sûr, je vais faire une présentation, puis je vais céder la parole aux participants si vous avez bien sûr éventuellement des questions, des compléments, des enrichissements, des précisions, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à intervenir après la présentation pour apporter votre, donc pour présenter directement vos interrogations ou compléments. Okay. Alors, donc, présentation du thème Kaizen, c'est la fusion entre deux mots japonais, le Kai et le Zen, c'est-à-dire changer en mieux. C'est tout simplement l'amélioration continue. Donc, on va s'intéresser à des améliorations continues pour améliorer la performance de l'organisation. Et c'est une technique très adoptée et très encouragée parce qu'elle est facile à mettre en œuvre et c'est une approche participative. Donc, c'est une approche qui implique les employés, les collaborateurs. Donc, c'est une technique qui consiste à analyser pour rendre meilleur. Donc, généralement,
également, on peut adopter deux approches. Une approche d'amélioration continue. Donc, on va chercher des petites améliorations qui vont se cumuler et qui vont apporter une grande contribution au fur et à mesure qu'on avance, parce que ce sont des petites améliorations cumulées. Et aussi, on peut adopter une approche selon un Big Bang, c'est-à-dire une évolution importante, et donc marquée par son impact important, des impacts en termes techniques, organisationnels, sociaux, financiers, et généralement les deux approches se complètent. Donc on a besoin des petites améliorations continues et on a aussi besoin des actions à fort enjeu dans l'entreprise. Alors, donc, précision sur le terme optimisation du coût. C'est un point très important, c'est un message important de cette présentation, parce que dans le thème, dans le titre, on a dit le Kaizen, une opportunité pour optimiser les coûts. Alors, optimiser les coûts, c'est assurer la bonne allocation des ressources. Il ne s'agit pas de diminuer, de baisser, de réduire tout simplement les coûts. Réduire le gaspillage, oui. Donc, lorsque on va faire des actions pour optimiser les coûts, il s'agit d'anticiper les impacts. Parfois, on a tendance à faire des restrictions budgétaires, à reporter des projets, à baisser des dépenses sans anticiper les impacts. Ça peut porter préjudice à l'entreprise, aux startups, à l'organisation. Donc, attention sur ce message. Il s'agit d'assurer le grand succès dans l'action d'optimisation des coûts. Donc, on va optimiser sous contrainte. On va prendre en considération les différentes contraintes, particulièrement les contraintes qui concernent le client externe et aussi le client interne. Donc, optimiser, c'est réduire d'une manière réfléchie. Lorsqu'on réduit les coûts, on va anticiper les impacts. Les termes équivalents, c'est maîtriser, c'est rationaliser les coûts. Donc, il ne s'agit pas de réduire et de faire des restrictions budgétaires sans réfléchir. Donc, c'est important de raisonner de cette façon. Parce que parfois, on a tendance, donc je répète, parce que c'est un point très, très important de cette présentation, on a tendance à baisser les coûts, mais ça risque de se répercuter sur le client externe, ou bien sûr client interne. Client externe, c'est lui qui fait le chiffre d'affaires, ou bien sûr le client interne, c'est l'ensemble des collaborateurs qui vont collaborer ensemble pour assurer un bon service conforme au niveau de qualité de prix au client externe. Donc l'optimisation des coûts, c'est l'assurance d'une bonne allocation des ressources. Ça, c'est un point très important. Parfois, les managers se précipitent, excusez-moi pour le terme, et assurent des restrictions, des réductions de coûts sans anticiper les impacts. Donc c'est important d'anticiper les impacts. Donc les impacts techniques, organisationnels, etc., particulièrement sur le client. C'est le client, bien sûr, on peut le qualifier par le client roi, et c'est le client qui nous fait le chiffre d'affaires, c'est le client qui est important pour l'entreprise, c'est lui qui fait vivre l'entreprise, donc c'est important de prendre les précautions nécessaires pour éviter d'avoir des impacts négatifs sur l'activité de l'entreprise et notamment sur le client. Donc, vraiment, il faut réfléchir, il faut étudier. Et on peut aussi adopter le mode de projet pour étudier tout ce qui est projet d'optimisation des coûts. Et je vais vous présenter après mon expérience dans ce sens. J'ai piloté un projet pour optimisation des coûts dans une très grande quantité de services. On peut dire que ça a bien réussi. Et je vais vous donner donc un feedback de cette expérience que j'ai vécue. Donc, c'est une action d'amélioration continue et graduelle. Et on va bien sûr s'appuyer sur la culture de changement à petits pas. Le challenge, c'est comment motiver les collaborateurs à présenter des initiatives. Ça, c'est un grand challenge. Et cela suppose que le manager va utiliser beaucoup de bonnes pratiques pour les inviter, les stimuler, les encourager. Parce que c'est les collaborateurs qui connaissent les pistes de progrès. Et la méthodologie Kaizen consiste à mettre en place une technique d'amélioration
peu coûteuse. Donc on ne va pas mobiliser beaucoup de moyens. Très simple et concret, pratique, c'est-à-dire factuel. Alors la simplicité, c'est une règle très importante de la culture Kaizen. Et bien sûr, le processus est basé sur est fondé sur une forte motivation collective. Donc c'est un travail de groupe. Généralement, on s'appuie sur un travail de groupe pour apporter une contribution rapide, intéressante, significative, et c'est des actions qui sont cumulées au fil du temps. Et bien sûr, l'objectif est de se retrouver à la fin de l'année, ou bien lorsqu'on fait le bilan de ces différentes actions, donc un apport important pour assurer une bonne allocation des ressources, ou bien pour pouvoir donc, booster les produits et les ventes de l'entreprise. Alors, habituellement, dans l'entreprise, on a tendance à adopter deux modes de fonctionnement. On a tendance à agiter et à mobiliser des moyens. Dès qu'on lance un produit, on démarre un projet, directement on ajoute des moyens. Alors la bonne pratique, c'est d'étudier la possibilité de réallouer les moyens existants. Ça, c'est un challenge. Comment répartir des moyens, comment partager des moyens, comment identifier des moyens qui ne sont pas utilisés ou bien qui sont peu utilisés. Ça, c'est un grand challenge. Surtout dans les grandes organisations, bien surtout dans les startups qui démarrent très rapidement et qui observent une grande accélération dans la croissance. Un autre point à signaler, c'est que dans un contexte de crise, ou bien dans un contexte d'après-crise, c'est le contexte actuel, on a tendance habituellement à se rabattre sur les charges et les moyens, et étudier les possibilités de les réallouer. C'est-à-dire, on va se retrouver dans des situations où on va donc, il sera très difficile de vendre, et dans ce cas, on va regarder et approfondir l'allocation et étudier l'efficacité de l'allocation des ressources. Ça, c'est général. Hein. C'est pourquoi on observe, on constate qu'il y a plusieurs entreprises qui sont en train de regarder les charges, les moyens, et parce que vraiment, c'est un contexte difficile. C'est un constat général, hein, mais bien sûr, ça dépend du secteur. Hein. Il y a des entreprises qui ont accéléré leurs ventes après le Covid hein, et la crise sanitaire. Et en même temps, donc, généralement, on a tendance à observer des entreprises qui trouvent des difficultés, ou bien qui anticipent des difficultés, des entreprises qui opèrent dans des secteurs un peu critiques maintenant, ont tendance à se rabattre sur les moyens et les étudier pour voir est-ce que c'est bien alloué ou pas, à les niveler aussi en fonction de leur niveau d'activité. Et bien sûr, ce qu'on conseille, c'est de lancer périodiquement des projets d'optimisation des coûts et de s'inspirer de la méthode Kaizen pour observer toujours est-ce qu'il y a des initiatives, est-ce qu'il y a des propositions qui émanent des collaborateurs pour assurer la bonne allocation des ressources. Donc, le challenge est dans le cas d'une entreprise bureaucratique. Alors là, dans le cas de grandes entreprises, dans le cas d'anciennes entreprises, de l'administration, c'est-à-dire des entreprises publiques, de quelques secteurs spécifiques, alors là, ça c'est un challenge, hein, parce que généralement, ce sont des organisations marquées par l'irrigidité, des lobbies, des groupes de pression, et le fait de lancer des projets d'optimisation des coûts, et bon, c'est un challenge. Hein. On doit s'attendre à la réaction des groupes de pression, à ces lobbies, à la réaction des syndicats, hein. Tout ça, c'est pas évident. Hein. Donc c'est pourquoi on doit s'inspirer, je pense, de la méthodologie de gestion de projet pour appuyer ces projets. Et bien sûr, je pense, et je suis convaincu, après mon expérience, que c'est important d'encourager vraiment une logique d'amélioration continue et donc encourager les collaborateurs à proposer, à donner des initiatives, à mettre en place concrètement des plans d'action. Alors, quels sont les grands principes de la méthode Kaizen? Alors, premièrement, se remettre en permanence en question. Ça, c'est un principe très important. Pourquoi? Parce que l'environnement externe et interne change continuellement.
niveau de l'environnement externe, nous avons l'effet des événements. Alors là, il y a beaucoup d'événements et on est en train d'évoluer dans un contexte très turbulent. À cela s'ajoute l'effet de la concurrence. La concurrence, elle agit rapidement, elle fait beaucoup d'améliorations, donc on est obligé de se remettre en question. Et on parle du principe que si les collaborateurs sont bien sélectionnés, si les collaborateurs apportent de la valeur ajoutée, et que chaque personne est bien affectée, remplit correctement son rôle, et réellement c'est un bon responsable, il va agir en bon père de famille, et sa responsabilité de faire des propositions. Parce que chaque responsable, normalement, fait rapidement un diagnostic de son activité, de son périmètre, et c'est important d'encourager les initiatives pour faire des propositions selon une approche Kaizen, c'est-à-dire une approche d'amélioration continue. Alors, deuxième principe, c'est impliquer tous les membres dans la recherche de solutions. L'implication, elle est importante, puisque lorsqu'on implique les membres, on va les encourager, on va les motiver, on va valoriser leur expertise. Et bien sûr, il est recommandé d'organiser des brainstorming, des séances de brainstorming, c'est-à-dire des séances de réunion-ménage pour créer collectivement un sens, pour explorer des propositions en suivant un ensemble de règles avec un excellent animateur pour faire et pour inviter les différents participants à affiner, à valider, à mettre en place un plan d'action suite à une initiative qui est sélectionnée comme une initiative qui pourrait apporter de la valeur à l'organisation. Alors, troisièmement, et ça c'est une règle très importante, ne pas viser la perfection, mais l'amélioration continue. On ne va pas aboutir à une situation idéale, non, mais c'est des contributions qui vont apporter une valeur ajoutée et une performance et qui va améliorer continuellement et progressivement l'organisation. Parce que si on va viser la perfection, on va vraiment retarder les choses et donc l'objectif est de ne pas viser la perfection, mais c'est des améliorations continues et bien sûr c'est important de cumuler après et de faire le bilan après pour voir un peu le bilan de ces améliorations continues. Alors bienvenue à tous les membres et tous les participants qui viennent de se joindre. Merci beaucoup. Bienvenue à M. Amado. Bienvenue à monsieur ou bien madame Modeste, excusez-moi, si je me trompe. Alors, donc, bonne pratique, c'est de désactiver le son, hein, si possible, pour éviter quelques bruits. Merci beaucoup pour tous les participants. Merci et bienvenue. Alors, hiérarchiser les changements, c'est-à-dire prioriser les initiatives, les changements. L'hiérarchisation, c'est un point très important. Ça ne se fait pas d'une manière individuelle, non, ça se fait d'une manière collective dans le cadre de séances de discussion. Et c'est l'un des points forts de la méthodologie. Parce qu'il est question de prioriser les différentes actions selon deux axes, selon l'impact de l'action proposée et aussi selon le niveau de faisabilité de cette action. Je répète, deux critères de priorisation de cet axe. Premièrement, quel est l'impact de la proposition sur le business? Est-ce que c'est un impact important? Est-ce que c'est un petit impact? Est-ce que c'est un impact moyen? Et aussi, le niveau de la complexité de cette action. Ou bien, tout simplement, le niveau de la faisabilité. Est-ce que c'est vite fait? Ou bien ça demande la mobilisation de beaucoup de moyens. Ça demande beaucoup de corrections au niveau du processus, etc. Donc, bien sûr, il est recommandé de se focaliser sur des actions et des initiatives proposées à fort impact sur notre business, mais aussi à faible niveau de complexité. Donc, ça, c'est la priorité 1. C'est la priorité numéro 1. Donc, il faut hiérarchiser les changements et tout ça se fait donc dans le cadre de séances de brainstorming, donc discussion. Donc, la technique de brainstorming est très importante pour ce genre de projet et de chantier, parce que c'est grâce à cette technique qu'on fait
qu'on implique les membres des réunions, les membres aussi des collaborateurs. C'est très important. C'est eux qui connaissent des séances et des réunions pour affiner les propositions et surtout mettre en place un plan d'action. C'est un plan d'action. Cette proposition est pour améliorer, en fin de compte, la performance à notre startup ou bien à notre réussite, donc entreprise en général. Après, règle avant la dernière, c'est identifier la cause originelle des problèmes. Parfois, on se retrouve avec un problème et une proposition pour faire face à un problème. Comment on va agir? On doit réfléchir sur la cause originale ou bien la cause origine du problème. Donc, parfois, la première cause apparente ne donne pas. Donc, on doit réfléchir sur la cause racine. Comment on va utiliser ça? On peut utiliser, par exemple, la règle des 5 pourquoi. Donc, on a un problème et on identifie une première cause. On va donc poser pourquoi, etc., jusqu'à la remontée à la cause racine du problème. Par exemple, j'ai un problème au niveau du dispositif d'électricité et j'ai perdu, par exemple, des aliments congelés parce qu'il y a une panne électrique. Pourquoi j'ai eu ce problème? Parce qu'il y a une panne d'électricité. Pourquoi? Parce que le groupe électrogène de réserve censé se déclencher en remplacement ne s'est pas déclenché. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une procédure qui a été établie, ou bien parce qu'on a une procédure qui n'est pas mise à jour, ou bien on a une procédure qui n'est pas appliquée. Pourquoi elle n'est pas appliquée? Parce qu'il n'y a pas d'audit. Pourquoi on n'a pas une audit? Parce qu'on n'a pas une règle, on n'a pas les moyens suffisants. Pourquoi? Parce que la personne qui a été affectée à l'audit a été affectée aux ressources humaines parce qu'on a un grand projet, etc. Donc, jusqu'à la remontée de la cause racine. Donc, il ne faut pas identifier uniquement et se limiter uniquement à la première cause qui a été identifiée. Et c'est important de valider les initiatives Kaizen par l'identification du problème et de l'opportunité de l'action et d'analyser la cause et surtout la cause racine par cette technique de questionnement. Il y a bien sûr d'autres techniques pour analyser les causes racines. Hein. Probablement, Inch'Allah, on aura l'occasion pour explorer ça dans d'autres webinaires. Pourquoi pas, Inch'Allah. Alors, deuxièmement, finalement, sixièmement, régler les problèmes sans attendre. Parfois, on identifie une initiative entre des guillemets urgente. Pourquoi? Parce que l'impact sur le client est très important et très urgent. Donc on doit vraiment agir très rapidement, régler le problème, puis engager une séance de réflexion pour trouver d'autres, donc pour compléter la réflexion et mettre en place un plan d'action correctif et de préférence préventif pour régler définitivement le problème. Mais j'insiste beaucoup sur le fait qu'il y a parfois des initiatives qui mettent en relief un problème qui est important. Pourquoi? Parce qu'il est destiné à résoudre un problème en liaison directement avec le client. Ça, c'est une urgence absolue. Hein. Donc, ça, c'est priorité 1. Hein. Donc, l'impact sur les business est important. Il faut voir le niveau de faisabilité et s'efforcer pour le régler très rapidement. Donc, ce sont les 6 grands principes de la méthode Kaizen. Hein. Donc, se remettre en permanence en question, impliquer tous les membres dans la recherche de solutions, ne pas viser la perfection, mais l'amélioration continue, hiérarchiser les changements, identifier la cause originelle des problèmes et régler les problèmes sans attendre. Alors, donc, bien sûr, c'est une méthode qui est très simple et en même temps très riche et elle s'appuie sur un système participatif et le manager doit, je dis bien doit s'impliquer activement avec le groupe. Donc, déléguer, c'est intéressant, mais c'est important d'observer, il doit suivre, parce que les enjeux, surtout
des enjeux qui sont en liaison avec le client, avec le temps, on va se retrouver avec des enjeux importants. Et c'est une opportunité pour le manager de s'informer sur des points importants qui concernent l'activité et qui concernent les processus opérationnels de l'organisation, particulièrement pour les startups. Okay? Alors, dans le slide que je présente, c'est donc les 10 étapes de Sprint Kaizen. On peut prendre quelques points. C'est cohérent avec les principes qu'on a déjà présenté. Donc, par exemple, on peut citer le point suivant, trouver des idées dans la difficulté. Ça, c'est le rôle d'animation du manager. Est-ce qu'il peut simplifier les choses? Est-ce qu'il peut illustrer par une excellente facilitation et une excellente animation dans l'atelier de brainstorming pour mettre en œuvre les impacts et les enjeux de son action? Et ça, c'est l'art de manager. C'est pour cette raison que tout ce qui est pour les management et leadership est très important pour améliorer la performance en général et pour faire avancer les difficultés malgré les obstacles. Et c'est une qualité importante et ça fait partie du leadership en général. Okay? Alors, bien sûr, je vous encourage à visualiser la présentation qui sera postée sur le site du Salon international STEAP. Alors, c'est aussi une opportunité dans cette présentation pour présenter les 8 sources de gaspillage les plus fréquentes en général. Les Japonais appellent ça les 8 muda. Donc, il y a 8 muda, qui sont les sources de gaspillage les plus fréquentes. Je vais les présenter très rapidement. Et généralement, lorsqu'on fait des diagnostics pour optimiser les charges et pour identifier des initiatives Kaizen, donc on se réfère à cette liste pour explorer les possibilités, on les parcourt, hein, on les applique au processus. On s'intéresse aux responsables concernés pour les inviter à examiner ces différentes sources de gaspillage les plus fréquentes qui ont été mises en relief dans le cadre d'études internationales, particulièrement les études au niveau de Toyota, qui est un leader dans le pilotage de la performance. Alors, bienvenue, monsieur Commerce. Bienvenue. Donc, excusez-moi. Hein, oui, si vous pouvez désactiver votre micro, bienvenue. Alors, donc, je vais les présenter rapidement et je vous recommande de les explorer hein, parce que ça a été mis en relief depuis plusieurs années par Toyota et Toyota a apporté une grande contribution à la science et aussi à la discipline de la performance, hein, parce que la performance elle est importante et dans le secteur automobile on n'a pas le droit de se tromper, hein, parce que conduire une voiture et trouver une défaillance ou bien un défaut c'est très risqué. C'est pour cette raison qu'on se réfère toujours aux études qui viennent de l'automobile, qui viennent du secteur pharmaceutique, hein, parce que dans la pharmaceutique, on n'a pas le droit de faire des erreurs. Hein, c'est un secteur stratégique très sensible. Première source, le surdimensionnement. Est-ce que le processus est trop complexe, trop lent par rapport aux besoins du client? Donc, il y a beaucoup d'indicateurs qui sont mis en relief ici, qui sont suivis pour accélérer la durée et la date entre la date de livraison et la date de commande. Donc, entre la date de commande qui nous provient du client et la date de livraison au client. Donc, il y a beaucoup d'indicateurs et beaucoup de métriques. Alors, surproduction. Trop de produits sont fabriqués par rapport à la demande. Alors, ici, l'objectif est de fixer un bon niveau de production et, bien sûr, éviter une surproduction. Bien sûr, il ne faut pas aussi oublier qu'après le Covid, les seuils d'alerte, le stockage, etc., après aussi la guerre, déclenchement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les choses ont changé. Donc c'est important d'adapter le dispositif
Et bien sûr, l'objectif est d'éviter vraiment une situation de surproduction qui signifie probablement un manque de performance au niveau de la fonction commerciale. Aussi. Alors, stock. Donc, directement lié à la surproduction, un stock tant important est de l'argent immobilisé, et des risques aussi, et des coûts aussi, aux coûts d'assurance, coûts d'occupation des locaux, des risques aussi de dégradation de stock, ça dépend du stock, de la nature du stock. Alors, bien sûr, après le Covid, les indicateurs, les stocks tampons, les stocks d'alerte ont été révisés, c'est tout à fait normal parce qu'il y a un impact d'un événement important. Et le challenge, comment vraiment minimiser au maximum le stock. Défaut, une retouche sur un produit mène à accomplir une tâche supplémentaire inutilement. Donc, on est obligé de corriger un défaut, d'annuler un produit ou bien un service, etc. Et c'est un signe, un mauvais signe pour le client. Donc, que ce soit ce mauvais produit a été déjà livré, ou bien a fait l'objet d'une réclamation après sa livraison. Donc, dans les deux cas, il faut faire attention, et bien sûr, c'est important de minimiser les défauts. Donc, et c'est considéré comme étant une source de retouche, une source de gaspillage importante. Attente, gaspillage suivant chez les apprenants. Alors, le temps d'inaction entre deux tâches est considéré comme un gaspillage. Alors, toutes les attentes sont des gaspillages. Et le challenge, comment compacter les processus, comment alléger, optimiser les processus pour éviter et minimiser les attentes. Mouvement inutile, ce sont des gestes supplémentaires qui n'apportent pas de valeur ajoutée et qui fatiguent vraiment l'opérateur. Alors, beaucoup d'études des processus nous indiquent sur un gain potentiel important et pour éliminer un gaspillage, pour éviter des mouvements inutiles. Les transports. Alors, généralement, toute la fonction de transport, c'est du gaspillage. Donc, généralement, lorsque je donne des formations pour des responsables, je challenge vraiment le responsable de transport pour optimiser au maximum son activité. Donc, les transports n'ont aucune valeur ajoutée pour le produit final. Comment on optimiser? Comment utiliser le digital? Comment fusionner les livraisons? Comment optimiser tout le dispositif de transport? Et aider le responsable du transport à faire de l'analyse, à assurer des activités à forte valeur ajoutée, à s'occuper pour développer des activités comme l'international. Enfin, la non-créativité. Donc, ça, c'est vraiment un gaspillage important parce que généralement, au niveau des collaborateurs, on constate qu'il y a beaucoup de collaborateurs qui peuvent apporter une grande valeur ajoutée, immédiate, et c'est une source de synergie et surtout de motivation. Donc c'est important de les inviter périodiquement pour les inviter à donner des propositions, et les stimuler, parce que c'est eux qui connaissent le terrain, et eux qui sont bien positionnés pour connaître les détails des problèmes, comment on peut résoudre les problèmes et comment on pourrait mettre en place les actions nécessaires pour améliorer la situation. Ce sont des artistes du terrain, ok? Donc c'est important de les impliquer. Alors, à côté de ces UNIDA, il y a d'autres UNIDA qui ont été ajoutés, comme la surqualification, comme la surconception, comme la surcommunication avec le développement important et vraiment impressionnant des réseaux sociaux. Donc on peut ajouter d'autres UNIDA, mais généralement ce sont des UNIDA qui ont été traités dans tout ce qui est discipline d'optimisation. Et on se réfère beaucoup à ces UNIDA pour inviter les collaborateurs à faire des propositions. Alors, on va positionner maintenant la méthode Kaizen par rapport à d'autres méthodes. C'est juste pour lever les ambiguïtés. Alors, généralement, l'approche japonaise distingue entre trois méthodes. Le Kaikaku, qui est indiqué en rouge, on constate que l'intensité de l'amélioration est moyenne. Le Kaizen, qui est indiqué en vert, on constate que c'est une petite amélioration, mais lorsqu'on les cumule, ça devient significatif. On va voir après le schéma comment on présente ça.
Et le kaikushi, c'est une grande révolution. Par exemple, on décide de changer catégoriquement un logiciel. Ou bien on va migrer à une version plus importante. Donc l'impact est important. L'impact sur la performance est important et on va faire un big bang, c'est-à-dire on va donc directement changer et améliorer la performance. Alors ça c'est un tableau que vous allez trouver dans la présentation, qui distingue entre les différents modes. Le Kaizen, c'est l'amélioration du cas. Le Kaikaku, c'est les changements radicaux, et le Kaikushi, ou bien le Kaikushi. Vous pouvez trouver les deux. C'est l'innovation radicale et c'est un changement important. Et les trois approches se complètent. L'organisation, le start-up, les entreprises ont besoin de ces trois approches. Mais le Kaizen est très encouragé parce que c'est le fruit d'un style de management. Et bien sûr, si ce sont des améliorations qui sont cumulées, ça apporte une grande valeur à une certaine période. Et le secret aussi, un secret très important, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'outils de gestion de changement, parce que ça émane du collaborateur et le dispositif va s'améliorer progressivement et sans faire et sans mobiliser beaucoup d'outils et de techniques de gestion de changement. Ça, c'est le grand secret de Kaizen. Alors, donc, je vous recommande de lire après tout ce tableau. Donc, mais disons que le Kaizen, c'est les petits pas et les améliorations continues à petit impact. Le Kaikaku, c'est les changements radicaux. Et le Kaikushi, c'est vraiment l'innovation radicale. Donc, les trois techniques sont complémentaires et se distinguent par l'intensité de la valeur ajoutée dans la performance. Alors, je vais vous présenter très rapidement, sommairement, le projet que j'ai piloté avant le Covid. C'était un très grand succès pour moi et pour l'entreprise dans laquelle je travaille. Alors, j'ai été désigné en tant que directeur de projet, un projet pour optimiser les coûts. Alors, et on s'est inspiré largement de la méthodologie Kaizen pour étudier les possibilités d'optimisation des charges. On s'est référé à un ensemble d'indicateurs et on a mis en relief le niveau de charges opérationnelles importantes et on a fait quelques benchmarking internes et externes et on a découvert que par rapport à d'autres entreprises du même secteur et de taille comparable, on a des marges de progrès très importantes. Et on s'est dit pourquoi on ne lance pas un projet. Alors, premier contrat, c'est l'appellation du projet. On a fait beaucoup de discussions sur l'appellation du projet et tout le monde était d'accord que c'est un projet très risqué, très sensible et on a donné un nom positif à ce projet. On l'a appelé projet initiative. Et je pense que c'est un très grand succès. C'est une appellation très encourageante et tout le monde était intéressé pour apporter de la valeur ajoutée à ce projet. Donc, recommandation, c'est si vous avez piloté des projets pour optimiser les coûts selon la méthodologie Kaizen, c'est d'éviter de donner des appellations négatives. Par exemple, cost killing. Cost killing, non. Projet de restriction budgétaire, non. Ça ne sera pas accueilli et bien accueilli, même dans un contexte. Donc, adopter une appellation positive encourageante. Donc, initiative, donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par une réunion avec la direction générale pour présenter la feuille de route, les modèles qu'on va adopter pour faire les discussions, les principes qui vont régir nos réunions. Ça a été validé par le top management. Et on a commencé un ensemble de réunions avec les premiers responsables de l'entreprise. Il y avait N-1 et on a invité ces N-1 à présenter des initiatives. Donc, on a donc présenté, on les a invités à présenter des initiatives, que ce soit sur des activités qu'ils gèrent maintenant ou bien sur des activités
qui l'ont géré antérieurement. Et c'était très bien apprécié, très bien. Elle était très bien appréciée par les différents intervenants, qui étaient aussi des grands directeurs. Hein. Et on a recensé beaucoup de propositions intéressantes. Il y a des propositions qu'on connaît déjà, et il y a des propositions qui ont été ajoutées à la liste. Alors, ensuite, on a priorisé à la fin du tour, donc on a fait un grand tour, on a fait impliquer environ 15 responsables, donc des top managers opérationnels qui interviennent beaucoup dans la décision et qui maîtrisent bien leur activité. On les a invités à faire des propositions de compétences. Alors, ils ont aussi, après, on a donc établi une liste, on a appelé ça liste d'opportunités. On a fait une fiche pour chaque opportunité. Donc, nom de l'opportunité, description de l'opportunité, puis les différents impacts de l'opportunité, à court terme, à moyen terme, à long terme, puis est-ce qu'on doit mobiliser des coûts et des moyens pour mettre en place l'action. Donc, c'est une fiche action. Puis, on a priorisé les opportunités en fonction de leur impact et de leur niveau de complexité. Et on a invité les responsables concernés par ces opportunités à présenter leurs opportunités qu'ils ont proposées dans des réunions de recensement des opportunités devant la direction générale. Et croyez-moi, ils ont très bien apprécié cette approche, parce qu'il était impliqué, il était valorisé. Donc les opportunités, ce ne sont pas notre opportunité, c'est leur opportunité, c'est leur idée. Et ce qu'a fait la direction générale, c'est d'apprécier, de valoriser, de poser parfois des questions pour valider. Oui, il a remercié, il a félicité donc le directeur général du groupe Pisan, donc il a félicité les premiers responsables pour cette attitude, pour ces initiatives, ces propositions, ces opportunités. Oui, il nous a invités à développer des plans d'action et à mettre en place un plan d'action plus détaillé. Donc, on a fait aussi d'autres brainstorming. On a fait aussi des échanges par mail pour aller rapidement, parce que parfois on n'avait pas besoin de faire des réunions. Hein. Les réunions, c'est beaucoup. Hein. Et bien sûr, on a donc mis un peu de temps pour la réflexion. On a associé aussi des responsables opérationnels. Il y a des éléments clés qui connaissent le travail. Et puis, on a bien sûr fait beaucoup de communication, de contacts par mail, d'échanges avec la direction générale pour parfois trancher sur des décisions. Et bien sûr, on a inclus les différentes actions dans le budget de l'année en cours et on a piloté avec succès la mise en place de ces actions. Alors, je pense personnellement que le taux de succès de ce projet était environ de 95%. Et ça permet de rapporter beaucoup de ressources, de budget, de coûts. Hein. Et ça contribue beaucoup à améliorer la performance de cette grande entreprise de service. Et bien sûr, un point important, c'est que ça permet aussi à développer la culture pour faire des propositions comme ça. Hein. Et bien sûr, lorsqu'on a fait ces propositions, donc toujours en contact, et on a fait après des réunions, quelques réunions avec le top management pour faire le suivi de ces actions et pour aussi féliciter, pour applaudir le succès de ce projet. Okay. Alors, donc, je finis cette présentation par cette équation qui présente les effets spectaculaires des progrès à petits pas. Parce que si les petits progrès sont cumulés ou consolidés, ils vont certainement apporter une grande valeur ajoutée à la performance. Et bien sûr, au-dessous de chaque ligne, il y a aussi les effets dévastateurs de la régulation à petits pas dans un contexte très changeant, très mouvant, très turbulent. Donc vous avez
premièrement 1.01 à la puissance 365, c'est-à-dire si je vais faire un petit progrès de 0,01 chaque jour, et je cumule ça, je vais me retrouver avec un progrès très très significatif. Si je fais un progrès quotidien de 0,02, je vais faire un progrès exponentiel, très très important. Alors, si je régresse de 0,01, chaque jour, je vais finir. En fin de compte, je vais, entre guillemets, disparaître. Donc, 0,03, c'est 0. Hein. Donc, c'est important de faire vraiment des petits pas et d'encourager les collaborateurs à faire des propositions et de se focaliser dans le cadre de réunions de brainstorming sur des initiatives très ciblées pour bien sûr apporter de la valeur ajoutée. Et vous avez ici devant vous des échelles. Vous êtes donc la première échelle présente quelqu'un qui a fait beaucoup de progrès cumulés, qui a vraiment donc bien avancé, hein, et ici il est bloqué. Donc c'est important de commencer par des initiatives et de capitaliser ces initiatives et encourager les collaborateurs non seulement à présenter des initiatives, mais aussi à ajouter d'autres et à les mettre en place avec succès. Et ça ne coûte pas beaucoup d'argent. Les encourager ne coûte pas beaucoup d'argent. C'est-à-dire c'est important, vraiment, ça les valorise. Ça les motive. C'est une source majeure de motivation et généralement les managers oublient cette source de motivation. Alors généralement, lorsque je fais des postes sur LinkedIn, je donne beaucoup des postes de management parce que je suis très convaincu, après tant de ans d'expérience, que le management apporte beaucoup de valeur à l'entreprise, à l'organisation et surtout aussi le travail de groupe. Le travail de groupe est très très important. Ça, c'est le truc d'un grand management. Ok, alors je finis par ce slide. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie vraiment pour votre présence. Même si c'est un samedi, hein, c'est un jour de congé généralement. Vous êtes présents, merci beaucoup. Grand merci. Et bien sûr, l'enregistrement sera à la disposition, Inch'Allah, des participants au Salon international c'était hein, aussi la présentation. Vous pouvez donc la consulter éventuellement en cas de besoin. Je remercie de nouveau M. Arthur, Mme Anissa et le reste des partenaires et donc des participants pour le grand succès de ce salon international, CDAP. Et bien sûr, donc, c'est un honneur pour moi de faire cette présentation. Donc, on peut prendre quelques questions, bien sûr. Hein, donc, en cas de besoin, allez-y. Donc, à vous la parole. Allez-y. Ok, en tout cas, merci beaucoup, Elassa. En tout cas, ça m'a appris beaucoup de choses. On va peut-être maintenant prendre les questions pour ceux qui en ont. On peut prendre un premier tour. Si vous avez des questions, vous pouvez activer votre micro, réagir, lever la main et on pourra ensuite vous donner la parole. Oui, merci. Alors, vous pouvez aussi indiquer vos questions sur les discussions. Vous avez espace de discussion au milieu, vous pouvez aussi les écrire. Alors, M. Arthur, vous, est-ce que vous avez une question? Alors, oui, évidemment. Parce que la dernière fois, vous avez posé beaucoup de questions. Machallah, je me rappelle très bien. Au moins une question. Oui. Parce que là, évidemment, c'est une méthode que l'on découvre et je me rends compte que l'une des questions, c'est est-ce que, parce qu'on parle de changement et la vie de tout entrepreneur est changement. Et je me demande, est-ce que ce ne serait pas recommandé d'utiliser la méthode Kaizen, pas seulement en fait quand on est déjà dans la position d'implémentation, mais est-ce qu'on peut même le faire avant, c'est-à-dire avant même la mise en place de la structure en tant que telle? Est-ce que ce serait possible d'anticiper? Je pense par exemple au 8 MIDA et les 5 pourquoi. Est-ce que c'est une technique en fait que vous recommanderez si par exemple une start-up envisage de se mettre en place en fait? Oui, bien sûr.
dès la constitution de l'équipe et la formalisation des processus et l'entrée en production, c'est très important d'adopter une démarche Kaizen basée sur la participation, l'implication, l'encouragement. Alors, l'opportunité pour une start-up, pour une nouvelle entreprise, c'est que c'est une nouvelle entreprise. Elle n'est pas piégée par des rigidités. C'est une entreprise qui peut être gérée, qui peut s'adapter très rapidement. L'opportunité, c'est aussi que c'est une culture qui se met en place dès le départ. Alors ici, l'art du management et du leadership du premier responsable et des top managers, c'est très important. Ça, c'est une grande opportunité, c'est une culture qui se met en place. Donc, il est opportun de mettre en place des organisations marquées par l'agilité, par la réactivité, par l'anticipation et surtout par les contributions. Donc, on attire l'attention dès la phase de constitution sur la nécessité d'ajuster le modèle opérationnel dès le début. Et généralement, lorsque les startups commencent à fonctionner, il y a des ajustements à apporter. Et c'est important vraiment d'observer les remarques et les feedbacks des collaborateurs. Alors, bien sûr, la recommandation importante, c'est de bien sélectionner les collaborateurs. Ils vont travailler dans une startup. Donc, même s'il s'agit de jeunes, parfois on remarque qu'il y a des jeunes de très très bonne qualité, parce qu'ils ont bien fait des études de qualité, ils ont fait des stages, donc ce sont des gens très sérieux, donc bien classés dans le classement, etc. Et surtout aussi, ils ont fait des expériences dans les associations, etc. Donc, ce sont des jeunes dynamiques, ce sont des jeunes à forte valeur ajoutée et ils peuvent apporter très très rapidement des actions et des propositions. Et ils peuvent contribuer, grâce à la méthode Kaizen, à ajuster le modèle très rapidement. Donc, c'est une méthode qui doit être encouragée dès le début. Et l'objectif, c'est aussi d'éviter les méthodes. Ah, bien sûr, on constate que le processus n'est pas optimisé, donc on évite. C'est important non seulement de constater pour améliorer, mais aussi d'anticiper pour éviter en se référant à cette liste du MUDA. Okay. Alors, je rappelle que cette liste peut être complétée par des gaspillages liés à la surcommunication. Maintenant, on est inondé par l'information. C'est impressionnant combien le digital, les réseaux sociaux et les technologies de l'information impactent notre activité. Que ce soit vie personnelle ou bien vie professionnelle, même au niveau de la vie personnelle. Tout le monde est connecté. Maintenant, on fait plusieurs ces réseaux, donc on a beaucoup d'amis virtuels, nationaux et internationaux. Donc c'est important de aussi tirer profit de l'expertise de ces jeunes. Et pour ceux qui sont intéressés, je vous renvoie au modèle d'une génération. Génération X, Y, Z. Alors Z et Alpha, c'est des générations qui sont connectées en permanence. Donc c'est important de profiter de ce potentiel pour les inviter à aussi donc apporter de la valeur, apporter des contributions en s'inspirant de ces méthodologies. Bien sûr, le manager must, en anglais c'est must, c'est-à-dire il doit les encourager pour faire des propositions et pour ajuster le modèle très rapidement. Généralement, une start-up, il y a une phase de démarrage pour une start-up, puis il y a une phase d'ajustement du modèle, puis il y a une phase de démarrage exponentiel. Donc ça, c'est très important pour apporter de la valeur. Alors, donc, M. Daniel pose une question en rapport avec à la fiche des opportunités que vous avez eues à mentionner dans votre expertise. Je voulais avoir plus de détails sur la question. Oui, avec plaisir. Alors, c'est une fiche qui contient la description de l'opportunité, les différents impacts organisationnels, financiers, techniques, sociaux. Ensuite, c'est une fiche qui indique l'impact, mais aussi la difficulté. Est-ce que c'est difficile de mettre en place cette action ou pas? Bien sûr, on va se focaliser sur les actions qui sont à fort impact
ou bien à moyen impact sur notre business, et aussi dont la mise en place est plus facile, donc moins complexe. Parfois, lorsqu'on va présenter, on va mettre en place une action, on va mobiliser beaucoup de moyens. Il va y avoir des nominations. On doit mobiliser beaucoup de budget. On peut être contraint à avoir des autorisations. Par exemple, à avoir des agréments validés et obtenir des agréments. Alors, c'est important de hiérarchiser. Donc, prendre des actions à fort impact et à faible niveau de complexité. Donc, il est plus facile de mettre en place. Okay. Et bien sûr, il est question de les prioriser. Alors, je ne vais pas la prioriser moi, seulement, juste moi, tout seul. Non. On doit faire toujours un brainstorming, une réunion pour inviter bien sûr, des intervenants pour les prioriser. Et généralement, le prioritaire n'est pas consensuel, donc on n'est pas obligé de. C'est pas évident qu'on va se mettre, trouver une convergence absolue, non. Probablement, on est obligé de mettre en relief les points de vue et c'est la direction générale du groupe qui va donc trancher. Okay. Merci beaucoup pour votre question pertinente. Alors, une autre question, sinon on clôture le webinaire. Ouais, je ne sais pas s'il y a d'autres réactions. D'autres personnes, Anisa? Alors, bonjour à tous, c'est Anisa. Au fait, moi, j'ai vraiment été impressionnée surtout sur l'un des grands principes de la méthode, ne pas viser la perfection, mais l'amélioration continue. Alors, en parlant de ça, au fait, je me rappelle, il y avait un moment donné, surtout au début de nos activités, on sélectionnait les plus jeunes pour leur donner également de l'expérience, mais aussi, voilà, c'était un peu plus avantageux aussi en termes de coût. Mais parfois, les attentes, comme vous avez dit, il faut avoir de bonnes personnes dans l'équipe, mais parfois les attentes n'étaient pas là et on se retrouvait au fait à dire mais c'est pas comme je veux, ça devait être comme ça, c'est pas. Mais c'est au fait, est-ce qu'il y a une astuce vraiment pour ne pas être là? Bon, c'est vrai que parfois on est amené à blanchir des nuits blanches quand c'est pas bien fait, mais est-ce que dans ce sens-là, vous aurez peut-être un conseil, voilà, une recommandation, voilà, par rapport à ce challenge, au fait? Oui, merci beaucoup. Merci pour cette question spontanée qui émane du cœur. Absolument, c'est un grand challenge et ça encourage les jeunes à donner des initiatives. Alors, une astuce très pratique, très simple, c'est que si vous arrivez à formaliser une action et vous êtes en train de travailler sur cette action, n'attendez pas à finir la fiche de l'opportunité à 100% pour la présenter. Non, vous pouvez anticiper en envoyant une fiche d'action provisoire. Si vous considérez que cette fiche intéressante, donc elle peut contribuer à engager une réflexion sur cette action, donc c'est intéressant d'anticiper et à adresser au top manager une version provisoire de la fiche d'action. Ok, ça c'est une bonne pratique. Parce que parfois le directeur général du groupe va dire oui, c'est bon ça, maintenant c'est bon. Donc aussi se fixer des deadlines. Dire que le projet va être clôturé fin février. Donc ici, on va se focaliser sur les initiatives qui ont été formalisées et qui ont été arrêtées à cette date. Autre bonne pratique, c'est de tenir compte des ressources, notamment la ressource temps. Parfois, on se retrouve avec beaucoup d'initiatives, mais on n'a pas le temps pour faire tout ça. Donc, c'est important de prendre en considération la contrainte ressources temps. Surtout, les ressources temps de petits projets qui travaillent sur ces fiches. Ok, merci beaucoup. En tout cas, merci vraiment. Merci beaucoup.
Ça nous aide beaucoup à vraiment, je pense que moi-même, je vais commencer à utiliser la méthode. Oui, oui, bien sûr. N'hésitez pas C'est, à me contacter en cas de besoin. Vous avez ben, mon mail, mon WhatsApp. Donc, mhm, aussi pour tout le groupe. Donc, en cas de besoin, je serai à votre disposition pour vous aider, pour vous orienter, bien sûr. Donc, vous avez mon WhatsApp 00216 98 223 457. Vous avez aussi mon mail. Il est à la disposition de monsieur Arthur, madame Anissa. Donc, n'hésitez pas à me contacter en cas de besoin. mhm, mhm, mhm. Oh, oh. En tout Merci. cas, c'est vraiment important et je pense que nous aussi en interne, ça nous permettra de revoir aussi nos procédures et travailler pour les rendre beaucoup plus efficientes et agiles aussi. Donc, je sais pas s'il y a d'autres questions encore. Sinon, s'il n'y a pas de réaction on va dire tardive, s'il n'y a pas de dernière question, on va peut-être juste lever la séance. Mais avant, en fait, Ok. remercier, je sais pas, est-ce qu'il y a des réactions non. Apparemment, ça a l'air très calme. J'espère que tout le monde a compris. Merci Mais beaucoup. Donc, je demeure à votre disposition. Donc, Mhm. n'hésitez pas à m'envoyer un message WhatsApp, mail, me contacter directement. Oui. Donc, De toute façon, on va partager, on va mettre la présentation sur le site. Donc, je pense que les gens auront l'occasion de revoir à tête reposée, avec oui, l'enregistrement aussi. Après, s'il y a des questions, on n'hésitera pas à les partager, à les faire parvenir. Et bien sûr. peut-être organiser peut-être une autre session aussi. Je pense que ça pourrait être nécessaire au besoin. Et aussi voir comment aussi accompagner, comme là, on a plusieurs structures qui seraient vraiment intéressés par ça aussi. Donc, dans nous-mêmes. Donc, Bien sûr, c'est très apprécié. ok. Ah, ok. Des explications ont été notées très claires et merci beaucoup. D'accord, ok. Donc, du coup, on va juste remercier chacun. En tout cas, merci à tout un chacun pour le temps, pour la disponibilité. Comme je disais à Alassane, évidemment, c'est un samedi, c'est pas évident. Mais Oui, le fait que nous ayons mis du temps de côté montre vraiment notre implication et notre volonté de vouloir voir les choses changer et s'améliorer. Donc ça, c'est vraiment important. Et aussi un grand merci à El Hassan Taktak, vraiment pour la disponibilité et la flexibilité aussi, pour que évidemment ce webinaire ait lieu et que l'on puisse en tirer le, le, le maximum en fait. En tout cas, merci à vous. merci. Et Donc, bon week-end. bon week-end et on se dit à très bientôt. À très bientôt. Mhm. Merci. Merci. Bye bye. Bye Bye bye. bye. Bye bye. Bye bye. Merci. Bye Merci. bye. Au Au revoir. revoir. Merci. Bye bye.